Ensuite, donc le dossier noté. Vous avez une femme de 73 ans, hôpital de jour, soins d'ulcère. Elle a du mal à marcher, elle est un peu diabétique, elle a déjà fait 2 érysipèles. Elle a des ulcères superficiels fibrineux, eczématisés, elle a un petit surpoids. Que recherchez-vous cliniquement à l'examen loco-régional? Donc un examen bilatéral et comparatif avec un schéma DATI signé. À l'inspection, j'ai regardé la taille, la forme, la profondeur, les contours, l'aspect général, ulcéré, bourgeonnant. Quel con. L'aspect ulcéré. Non mais c'est vrai, on n'entend rien au fond. Je suis désolée, j'ai peut-être dit méchamment, mais... Un aspect donc ulcéré, bourgeonnant, creusant, suintant. Un écoulement purulent, sanglant, un fond propre. J'ai palpé les poupées d'yeux tibiaux postérieurs et poplités. J'ai cherché des adénopathies, les réflexes osteo-tendineux. J'ai mobilisé les chevilles et j'ai regardé si c'était douloureux ou pas. Et j'ai recherché une porte d'entrée infectieuse, un intertrigon interorteil, une trace de piqûre. Enfin, je ne sais pas trop ce que je voulais dire par piqûre, mais bon, c'est ce que j'ai marqué. Et c'est tout. Bon, c'est pas mal. Donc, premièrement, bilatéral, oui. Alors, bilatéral comparatif, schéma, les calques, daté, oui. Ça peut rapporter des points. Je ne suis pas certain que ça en rapporterait, mais au moins montrer, voilà, dès le début, vous avez bien regardé les 2 jambes, vous avez bien retiré les bandes, les collants, tout ce que vous voulez. Et la patiente devant vous, les 2 jambes. Faites un schéma, des photos. Taille, calque sur les ulcères. Et puis l'ensemble des points, il fallait chercher essentiellement des signes d'insuffisance veineuse chronique, d'accord? Dilatation veineuse, botte sclérodermiforme, dermite ocre, œdème. Et à l'opposé, des signes d'insuffisance artérielle. Donc bien évidemment, palper tous les pouls, donc surtout les pouls des membres inférieurs. Et ce que vous oubliez, c'est d'ausculter les axes fémoraux. Il n'y en a pas beaucoup, parmi les copies que j'ai corrigées, qui pensent à mettre un coup de stéto au niveau des artères fémorales. Malade qui souffle, vous pouvez avoir facilement la cause de l'ulcère. Donc palpation des pouls, auscultation des axes vasculaires. Il fallait chercher les troubles trophiques distaux pour des signes d'insuffisance artérielle. Palpation des aires ganglionnaires, c'est systématique. Toute plaie, quelle qu'elle soit, sur un membre, enfin sur la peau, doit vous faire palper de l'adénopathie de drainage. D'accord ? D'une part, ça peut être un argument pour une infection locale, mais aussi pour une prolifération tumorale. On en reparlera tout à l'heure dans la suite du dossier. Je vous dis que vous concluez à une origine veineuse exclusive. Quels sont vos soins locaux initiaux les 15 premiers jours? Et j'ai bien dit les 15 premiers jours. Alors, moi, les 15 premiers jours, j'ai dit qu'on faisait au départ un nettoyage, donc un lavage antiseptique de la plaie. On avait ensuite une détertion soit manuelle, soit mécanique, donc exérèse des peaux mortes, des peaux infectées. Mise en place ensuite de pansements à base de tulle gras ou vaseline hydrocolloïde pour un rebourgeonnement. Et la dernière phase, c'est une phase d'épithélialisation, et c'est en fait aussi avec la vaseline et les hydrocolloïdes. J'associe une surveillance clinique et aussi des antalgiques. Donc là, ça ressemble un peu à voilà, toutes vos copies. Donc, vous savez, non mais c'est bien. Mais un ulcère, là, tu sous-entends, enfin, quand on lit vos réponses, on sous-entend qu'en 15 jours, c'est répithélialisé, on n'en parle plus. Non, on vous dit les 15 premiers jours, d'accord? 15 premiers jours, vous connaissez très bien les différentes phases, la détertion, le bourgeonnement, enfin, détertion, bourgeonnement, réépithélialisation. Mais tout ça, ça prend des mois et des mois, d'accord? Les 15 premiers jours, on vous décrit des ulcères fibrineux suintants, d'accord? Les 15 premiers jours, c'est que de la détertion. Vous n'avez même pas cherché à faire bourgeonner les 15 premiers jours, vous n'allez pas réussir à décaper toute la fibrine en 15 jours, c'est progressif, d'accord? Donc là, il fallait surtout insister sur la détertion. Ce n'est pas grave d'avoir parlé de réépithélialisation, etc., bourgeonnement, mais en pratique, les 15 premiers jours, c'est que de la détertion. Hein, vous allez voir le malade tous les 2 jours, gratter la fibrine, mais le lendemain, il y aura, enfin, ou 2 jours après, il y aura encore de la nouvelle fibrine qui va se fabriquer. Donc le but, c'est de décaper le maximum tous les jours pour bien mettre à nu le derme. Et une fois qu'il n'y aura plus de fibrine, de peau morte, de déchets, etc., là, vous pourrez faire bourgeonner. Qu'est-ce qui était important? Premièrement, et ça, il y a beaucoup qui l'oublient, c'est que c'est quand même des soins douloureux quand on déterge. Hein, le malade, ce n'est pas parce que c'est veineux que ça ne va pas faire mal. Hein. Il y a quand même une perte de substance.
Bien évidemment, c'est plus douloureux quand c'est artériel, mais il y a une perte de substance, ça peut être douloureux. Donc, on parlait de soins locaux, donc analgésie locale, pulvérise de la xylocaïne notamment. Et plus une détertion sera faite dans des conditions non douloureuses, plus efficace elle sera. Si votre malade sursaute à chaque coup de bistouri ou de curette, bah voilà, vous n'allez pas pouvoir déterger correctement. Donc analgésie locale. Détertion de l'ulcère après nettoyage. Alors il a parlé d'antiseptique, mais un ulcère sans signe clinique évident de surinfection, ce n'est pas des antiseptiques, c'est de l'eau savonneuse ou du sérum physiologique, tout simplement. Les antiseptiques, c'est source d'irritation. Alors déjà qu'il y a une peau périulcéreuse tout autour, ça va auto-entretenir l'eczéma. Donc un ulcère, il n'est pas forcément surinfecté, par contre il est toujours colonisé. C'est pour ça que dès qu'un malade arrive, on fait 2 écouvillons pour voir la flore. Et évidemment que sur les écouvillons bactériaux d'un ulcère, il y a des bactéries. Ça ne veut pas dire qu'il y a une infection de l'ulcère, c'est une colonisation. Ça veut dire que si un jour votre malade fait un érysipèle, vous allez vous fier à la flore du malade pour le traiter. Donc nettoyage à l'eau savonneuse. Détertion mécanique, bistouri curette, à privilégier. Mécanique, éventuellement chimique avec des pommades enzymatiques, type Purilon ou anthracite. Vous oubliez les dermocorticoïdes. Vous savez que l'eczéma, ça se traite par dermocorticoïdes. Hein, normalement, vous êtes censé le savoir. Je vous parle dans l'énoncé d'un eczéma périulcéreux. Il faut mettre des dermocorticoïdes sur la zone périulcéreuse, sur toute la zone eczématisée. L'eczéma, ça gratte, ça peut auto-entretenir l'ulcère. Donc il faut appliquer à chaque changement de pansement, on va voir quand est-ce qu'on les refait, une couche de diprozone, bref, d'un dermocorticoïde puissant. Quel type de pansement on met à la phase de détertion? Ça suinte, il y a de la fibrine. Donc le gras, ce n'est pas le top. Le gras, on privilégie plutôt la phase de bourgeonnement, lorsque le derme est bien mis à nu. À la phase de détertion, quand l'ulcère est encore productif exsude, il faut mettre soit des pansements absorbants type célosorbe, soit des alginates, des pansements à base d'algues, qui ont un très bon potentiel absorbant et qui, en fait, qu'on laisse généralement 2 jours. On fait des soins tous les 2 jours. Et quand on retire le pansement, il est gorgé de fibrine, d'eau, d'exsudat. Et donc, il a joué aussi un rôle détergent. Donc, les 15 premiers jours, voilà, ce qu'il fallait comprendre, c'était axé sur la détertion. Quelles sont les autres mesures à prendre? Alors, juste il y a une question de ta collègue. Juste savoir si c'est ambulatoire. Bah là, en fait, je mettais qu'elle était en hôpital de jour, donc... 15 minutes? Oui, pardon. Excusez-moi. Donc, la question est, est-ce que ça peut se faire en ambulatoire? La réponse est oui. Je ne l'ai pas précisé dans ma réponse, mais si tu devais hospitaliser toutes les petites mamies qui ont des ulcères, il n'y aurait plus d'internes, de DS, de dermato, quoi, en gros. C'est un peu ça. Donc non, l'hôpital de jour, c'est une bonne structure. Tu permets de voir les patients, qui permet de voir tous les patients tous les 2-3 jours en fonction. Alors le jour où l'ulcère est un peu plus sale, tu referas le pansement le lendemain. Bref, de bien juger la fréquence où tu vois le malade. Mais c'est aussi tout à fait faisable par une infirmière libérale. Il faut trouver l'infirmière qui va bien vouloir, qui va pouvoir se déplacer, etc., etc. Donc les autres mesures à prendre. Alors, j'ai mis qu'il fallait équilibrer son diabète, un régime hypocalorique, hypolipémiant, avec une activité sportive adaptée à plus tard, un port de bas de contention, une kinésithérapie de réadaptation à l'effort et à la marche, correction des facteurs de risque cardiovasculaire et prescription d'une aide technique à la marche. Donc c'est bien. Premièrement, on est dans le cadre donc mesures associées, on est dans le cadre d'un ulcère veineux, donc contention veineuse, bien évidemment. Donc les bas ou bandes de contention à mettre le matin au lever. Elle est diabétique, équilibration du diabète. Elle est en surcharge pondérale, régime hypocalorique. Il y a forcément un effet bénéfique d'une perte de poids sur la stase veineuse. Kinésithérapie. Si vous avez bien lu tout l'énoncé, vous voyez qu'il faudra détailler tout à l'heure. Donc, vous mettez uniquement kinésithérapie. Il n'y aura pas de point sur les détails. Ce sera la question tout à l'heure. Mise à jour du vaccin antitétanique, pareil. Vous ne détaillez pas. Il y a une question spécifique tout à l'heure. J'avais rajouté les antalgiques oraux.
Hein, c'est une malade qui est en dehors des soins. N'oubliez pas de lui prescrire quand même des antalgiques. Ça fait partie des mesures associées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'analgésie locale par xylocaïne, mais c'est une malade qui dans la journée peut avoir mal, donc elle a le droit d'avoir ces deux dafalgan en cours de journée. Il fallait penser à ces 2 érysipèles des membres inférieurs. Je vous dis qu'elle a des ulcères chroniques depuis des années. D'accord. C'est une porte d'entrée infectieuse. Hein. Vous savez que l'érysipèle, la principale porte d'entrée infectieuse de l'érysipèle, c'est l'intertrigo, interorteil, le pied d'athlète. Mais un ulcère veineux, c'est aussi une porte d'entrée d'érysipèle. Elle a fait 2 épisodes en 1 an. C'est l'indication d'une antibioprophylaxie préventive tant que persiste la porte d'entrée. D'accord. Donc il fallait penser à cette antibioprophylaxie. C'est clairement noté dans la conférence de consensus. Épisode d'érysipèle répété avec persistance d'une porte d'entrée, antibioprophylaxie tant que persiste la porte d'entrée. Ça peut être de l'extensiline en intramusculaire tous les mois, 2,4 millions d'unités, ou bien de l'amoxicilline 500 mg à 1 g par jour au long cours tant que persiste la porte d'entrée. Ça, c'est vraiment important parce que, voilà, même si vous nettoyez, vous allez faire bourgeonner, elle a quand même une ulcération et elle peut mettre très bien du streptocoque bêta-hémolytique sur son ulcère et faire l'érysipèle. Est-ce que c'est embêtant de mettre des bandes de contention sur les ulcères? Bon, la réponse est non, puisque les ulcères, tu les couvres par une bande. Hein, tu ne mets pas juste ton alginate, hein, après tu couvres par des bandes. Donc, l'ulcère est bien protégé. D'accord. Et au contraire, si tu mets la bande ou le bas de contention par-dessus, tu vas faire remonter le sang veineux vers le cœur et tu diminues l'œdème au niveau de tes ulcères et tous les signes d'insuffisance veineuse associés. Donc, c'est absolument pas incompatible que d'avoir un ulcère, parce qu'il est protégé par une bande. Hein. Donc, en pratique, tu peux mettre une bande Nilex, quoi. Hein, une bande, et après, tu peux très bien rajouter une bande de contention, un bas de contention par-dessus, sans aucun problème. Une autre question? C'était la même. Parfait. Rédigez votre ordonnance de kinésithérapie. On va faire une ordonnance nominative datée et signée. Donc j'ai mis des séances de 20 séances de kinésithérapie à domicile avec de la réadaptation à la marche, un massage pour drainage lymphatique, une récupération de la force musculaire. Et j'avais pas d'autre idée. Ben, c'est déjà pas mal. Donc, pour tout ce qui est ordonnance nominative, bon, je pense vraiment que ça ne vaudra pas de points. Par contre, un nombre de séances, ça c'est obligatoire. Parce que, voilà. Et une fréquence optimale de séances, c'est pas mal de le mettre. Même si le kiné il décidera un petit peu en fonction de la mamie combien il fera, et en fonction de ses disponibilités. Mais un nombre de séances, c'est très important, et une fréquence optimale. C'est sûr que si vous mettez 30 séances à raison d'une par mois pour être tranquille, c'est pas très cool, quoi. Donc, il fallait mettre 20 à 30 séances. Kinésithérapie, il fallait insister, chercher des mots-clés. Drainage veineux, drainage lymphatique. Mobilisation des articulations tibio-tarsiennes. Lutte contre l'ankylose. Rééducation à la marche. Amélioration des amplitudes articulaires. Stimulation de l'activité motrice. Rééducation musculaire. Bref, stimulez un peu votre imagination pour trouver les mots-côtés. J'aurais mis drainage. Drainage veineux postural, aide à la marche, lutte contre l'ankylose. Voilà. Ça, je pense que ça peut valoir des points. La fréquence et le nombre de séances peut avoir aussi quelques points dessus. Donc la question, enfin, qui n'est pas une question, qui est une affirmation. Donc elle dit, sur son ordonnance, on lui a dit qu'il suffisait de mettre kinésithérapie et sans mettre un nombre de séances, sans mettre une fréquence. Écoute, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais en pratique, le kiné est censé quand même savoir. Enfin, voilà, en pratique, c'est un nombre de. Pratique, théoriquement, on doit prescrire un nombre de séances et une fréquence optimale. Voilà. Je ne peux pas aller à l'opposé de la personne qui t'a dit ça maintenant. D'accord. Donc, ce que dit votre collègue, c'est qu'à la confirmation de ce qu'a dit votre collègue, donc apparemment, c'est plus obligatoire de mettre le nombre de séances ni la fréquence, c'est ça? La fréquence. D'accord. Ouais, donc on peut. Moi, je vous conseille quand même de le mettre. Enfin, je pense vraiment qu'entre celui qui le met et celui qui ne le met pas, il y a plus à risque de ne pas le mettre que de le mettre. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, vous n'aurez pas de points en moins d'avoir mis un nombre de séances, une fréquence optimale de séances de kiné, plutôt que de ne juste mettre kiné, drainage, etc. Voilà. Donc essayez
On n'est pas dangereux pour le malade en prescrivant un nombre de séances et une fréquence optimale. Voilà. La patiente se souvient avoir eu une injection. Un petit peu de courage, s'il vous plaît, 10 minutes, enfin même moins. Injection du vaccin antitétanique il y a 5 ans, mais ne se rappelle pas avoir eu d'autres injections antérieures. Quelle est votre attitude concernant ce vaccin? S'il n'y a eu qu'une injection, a priori, c'est pas suffisant. Donc elle est probablement pas protégée. Donc il faut refaire tout le protocole vaccinatoire. Et je crois que c'est 2 injections à 1 mois à l'intervalle. Et une 3e à quelques mois après, je ne sais plus combien. Et après, tous les 10 ans. Très bien. Donc, ce que je mets dans la correction, c'est qu'un sujet mal vacciné est un sujet non vacciné. D'accord? Donc, sujet qui n'a pas eu ou doute sur un protocole vaccinal complet, il faut revacciner votre malade. D'accord? Donc, le protocole classique de revaccination, c'est 2 injections à 1 mois d'intervalle, rappel à 1 an. Donc, il se souvenait que c'était quelques mois après en pratique, donc 1 an, puis tous les 10 ans. Premièrement. Deuxièmement, en dermatologie classique, telle qu'on la pratique le plus souvent, vous n'aurez quasiment jamais d'indication au sérum. Enfin, moi, je n'ai jamais eu à le prescrire, je n'ai jamais vu prescrire, donc on peut toujours vous embêter, mais le sérum, c'est indiqué dans les plaies profondes, avec souillées par de la terre, ou les plaies par métallique. Donc, c'est plutôt, je pense, les orthopédistes ou les malades qui gèrent les accidents de la voie publique qui font de la sérothérapie. Mais en pratique, un ulcère, c'est colonisé par une flore bactérienne banale. Il n'y a pas d'indication à une sérothérapie. Alors, dans certains hôpitaux, certaines urgences, ils ont un petit kit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quand j'ai fait le dossier, je n'étais pas au courant. Ils ont un petit kit qui s'appelle le Quick Test, qui permet de voir le taux d'anticorps. Ils ont ça en province, ça paraît, je n'ai jamais vu. Mais... petite piqûre, comme un dextro. Et ils font tomber une gouttelette et ça vous sort en quelques secondes s'il y a des anticorps antitétaniques. Pas que ça coûte la peau des fesses. Donc voilà, donc ceux qui étaient au courant que ce test existait, on pouvait proposer un quick test à la dame. Enfin, en pratique, moi, je n'ai jamais utilisé. Donc en pratique, moindre doute, on revaccine la malade. Après, il faut voir le coût du test. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de refaire un protocole vaccinal? Le vaccin ne coûte pas très cher. Si la petite bandelette du quick test elle coûte très très cher, c'est peut-être tout simplement plus bénéfique pour la patiente tout simplement de la revacciner selon le protocole que je vous ai cité. Après 2 mois, je dis que ça va mieux. Cependant, il y a une zone bourgeonnante saignant, susmalléolaire externe gauche. Quels sont les 2 gestes cliniques indispensables et le geste diagnostique? Alors, j'ai dit qu'il fallait donc rechercher des arguments, donc des adénopathies, si elles sont indolores, non inflammatoires, qui seraient en faveur d'une origine tumorale, ou des lésions cutanées associées, donc un examen cutané complet. Et j'ai dit qu'il faudrait biopsier la lésion parce que dans ce contexte, on pourrait supposer un carcinome spinocellulaire arrivant sur un ulcère, donc une lésion non saine, voilà, et de l'anapathe. Je vous dis que cette dame, elle a des ulcères depuis des années. D'accord. Vous savez que les carcinomes épidermoïdes peuvent survenir certes primitivement, mais parfois sur des lésions préexistantes. Les kératoses actiniques, des kératoses liées à l'arsenic, mais toute plaie chronique. Quand je dis chronique, il faut que ce soit plus d'1 an quand même, peut faire le lit d'un carcinome épidermoïde. Alors on ne dit plus spinocellulaire dans la nouvelle classification, donc pour être moderne, dites carcinome épidermoïde. Il y a les mélanomes, les basocellulaires et les épidermoïdes. On ne dit plus spinocellulaire. Donc les 2 gestes cliniques indispensables, premièrement, c'était bien évidemment palper les aires ganglionnaires. Si vous avez un gros ganglion induré fixé, ça vous fera suspecter une atteinte ganglionnaire. Et palper, deuxièmement, l'ensemble du revêtement cutané du membre inférieur gauche. Histoire de vous rappeler que les métastases sous-cutanées en transit, c'est valable pour toute tumeur lymphophile. Les métastases sous-cutanées en transit, vous y penserez dans le mélanome, parce que c'est noté partout, on vous le rabâche. Mais un carcinome épidermoïde, il migre aussi primitivement par voie lymphatique, et toute migration d'une cellule par voie lymphatique, elle peut ressortir le long du trajet lymphatique et se présenter sous forme d'un nodule sous-cutané, qui peut avoir une couleur à l'œil nu, mais qui peut être profond et enchâssé.
Voilà le deuxième élément clinique. Et évidemment, le geste diagnostique, c'était, il y en a qui mettent exérèse du bourgeon, on peut se contenter de le biopsier, un petit ponge biopsique, examen anatomopathologique pour chercher des arguments en faveur d'une transformation épidermoïde du bourgeon de réépithélialisation. Je vous dis que votre diagnostic est confirmé, donc vous étiez censé comprendre que ça allait évoluer vers un carcinome épidermoïde au vu des plaies chroniques et de la zone bourgeonnante saignante. Elle a un ganglion inguinal gauche de 15 mm induré. Quelle est l'attitude thérapeutique? Vas-y. Alors, l'exérèse chirurgicale complète de la lésion, envoyée en anapathe, avec des marges de sécurité latérales suffisantes. Aussi le curage ganglionnaire, lui aussi envoyé en anapathe. Et puis après, c'est un peu selon le bilan d'extension. Donc si bilan d'extension négatif, on s'arrête là. D'accord. Donc, elle dit qu'elle a traité la tumeur, donc elle a retiré la zone bourgeonnante avec des marges de sécurité. On va voir que pour les épidermoïdes, c'est 5 à 10 mm en fonction des possibilités chirurgicales. Comme vous suspectez une atteinte ganglionnaire, de ne pas passer à côté de métastases pulmonaires, surtout pulmonaires ou médiastinales, bref, des lésions secondaires métastatiques qui ne seraient pas opérables et qui seraient une indication à une chimiothérapie, histoire de ne pas imposer un curage ganglionnaire, c'est quand même pas anodin, à une mamie qui va peut-être mourir de métastases dans les mois à venir. Donc on fait un bilan d'extension clinique et par scanner corps entier. Généralement, on ne fait pas le cerveau dans les épidermoïdes, parce qu'au contraire du mélanome, il n'y a pas un gros tropisme cérébral. Si bilan d'extension négative, donc il fallait faire l'exérèse chirurgicale complète de la lésion suspecte, enfin de la lésion confirmée histologiquement avec des marges de 5 à 10 mm, envoie de la pièce en anapathe. Concernant l'atteinte ganglionnaire, il fallait une confirmation. Donc vous palpez un gros ganglion de 15 mm qui est suspect, avec une histo d'épidermoïde. Le plus probable, c'est que ce soit une adénopathie tumorale. Deux possibilités. Cytoponction ganglionnaire. Donc une cytoponction, ce n'est pas un tissu. On regarde s'il y a des cellules, mais elles ne sont pas fixées dans le formol, etc. Mais on peut voir si les cellules ont une architecture tumorale. Si vous cytoponctionnez votre ganglion et que ça vous répond cellule tumorale, ça ne pourra pas vous dire épidermoïde, mais ça vous dira cellule tumorale. Comme vous avez une histologie d'épidermoïde au niveau de la cheville, vous pouvez vous lancer dans un curage. Parce que vous avez au moins une histo de cancer et une cytologie ganglionnaire maligne. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous pouvez très bien faire une adénectomie extemporanée, si positif, curage ganglionnaire de l'ensemble de la chaîne inguinale. C'est deux possibilités. Certaines équipes font la cytoponction, d'autres n'aiment pas trop les cytoponctions et préfèrent faire soit une adénectomie, soit une biopsie ganglionnaire. Mais vous devez avoir une confirmation soit cytologique, soit histologique avant de vous lancer dans un curage. Vous n'avez pas le droit de faire le curage ganglionnaire comme ça d'emblée. Vous pouvez très bien tomber sur une adénopathie dermopathique, c'était réactionnel, pour peu que ce soit. Voilà. Ce serait dommage d'avoir fait un curage et d'avoir un curage qui vous dit il y a 20 ganglions un peu hyperplasiques, hyperplasie folliculaire sans particularité. Ce serait un petit peu dommage d'avoir fait une balafre, un gros lymphœdème à votre dame, sans confirmation. Voilà comment on prend en charge un carcinome épidermoïde. Ceux qui se lancent dans la chimiothérapie d'emblée, non. Sachez qu'en matière de tumeurs cutanées, épidermoïde ou même mélanome, tant qu'on peut être chirurgical, le traitement chirurgical est le meilleur traitement. Tant qu'on peut être chirurgical, il faut que le patient en bénéficie. À partir du moment où on ne peut plus être chirurgical, qu'il y a trop de lésions ou que c'est chirurgicalement pas résécable, on passe au traitement type chimiothérapie, voire radiothérapie palliative. Cependant, en cas d'atteinte ganglionnaire d'un épidermoïde, l'épidermoïde est radiosensible. En cas d'atteinte ganglionnaire avec effraction capsulaire, c'est l'indication d'une radiothérapie sur l'aire de drainage. C'est uniquement valable pour les épidermoïdes. Dans les mélanomes, on fait classiquement pas de radiothérapie car le mélanome n'est pas radiosensible. On peut faire de la radiothérapie dans le mélanome à but palliatif, de propreté, ou s'il y a une épidurite métastatique ou une localisation qui comprime. Mais retenez classiquement, autant l'épidermoïde est radiosensible, autant le mélanome ne l'est pas. Donc retenez que la radiothérapie, ça doit faire partie de l'arsenal thérapeutique à connaître dans la prise en charge des épidermoïdes, surtout s'il y a une rupture capsulaire ganglionnaire. Voilà, écoutez, bon courage. S'il y a des questions, sinon à mardi.